Donc bonjour à tous. Donc déjà, je souhaitais remercier la plateforme nationale d'avoir accepté d'organiser déjà d'avoir accepté ma présentation et puis d'avoir permis d'organiser cette journée qui jusqu'à présent est vraiment très très intéressante et je trouve que l'aspect pluridisciplinaire est très très enrichissant. Moi, je suis Margot Vieille, je suis psychologue à l'hôpital Nord de Marseille et je suis également psychologue-chercheur à la PHM et en parallèle, j'effectue un doctorat en psychologie sociale à l'Université d'Aix-Marseille et je suis sous la direction du professeur Lionel Dany, qui est un professeur en psychologie sociale du coup à Aix-en-Provence, et sous la codirection du professeur Pierre Locos, qui est un philosophe et professeur en éthique médicale à l'Université d'Aix-Marseille. Ma thèse, elle porte sur les représentations sociales, les pratiques sociales et le travail émotionnel. Et il s'agit d'une analyse psychosociale de la sédation en contexte de prise en charge en soins palliatifs. Alors, vous voyez la seconde diapo? Oui, oui, c'est tout bon. Ok. Alors, tout d'abord, j'ai décidé un peu de vous définir qu'est-ce que la sédation en soins palliatifs. Donc, il s'agit de l'administration intentionnelle de médicaments sédatifs qui a pour but de réduire la conscience d'un patient en phase terminale afin de soulager de façon la plus adéquate possible un ou plusieurs symptômes réfractaires. Donc, un symptôme réfractaire, c'est un symptôme qui résiste à tous les autres traitements mis en place jusqu'à présent, comme les anxiolytiques ou encore les antalgiques. Donc, je vous ai mis un exemple de sédatif en photo, l'hypnovel, avec la molécule de midazolam qui est fortement utilisée en soins palliatifs. Volontairement, j'ai choisi donc de définir la sédation dans son sens, on va dire, le plus large, parce que dans ma thèse, j'ai décidé de comparer les différentes formes de sédation en m'intéressant quand même particulièrement à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais en laissant pas les autres de côté. Alors, pourquoi avoir choisi cet objet d'étude? Comme on le sait, la mort et la fin de vie en France a toujours été et reste un sujet très tabou dans notre société qui entraîne de nombreux débats et de nombreuses divergences d'opinion au sein de la population. Les débats dans les années 70 autour des pratiques euthanasiques et de son éventuelle légalisation ont permis de remettre au centre tous les débats autour de la question des conditions du mourir à l'hôpital. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les soins palliatifs ont commencé, entre guillemets, hein, parce qu'ils étaient déjà présents, mais à réellement s'imposer dans la sphère sociale et dans la sphère médicale. En 2013, le CCNE, donc Comité consultatif national d'éthique, a décidé de réfléchir à un compromis possible à la légalisation de l'euthanasie, comme beaucoup de gens étaient contre. Et il proposera donc de faire évoluer la sédation en proposant de réfléchir éventuellement à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et donc, il faudra attendre la loi de Claes et Leonetti en 2016, où ils ont proposé la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès comme étant un droit du patient, évidemment sous certaines conditions. Donc, un patient en fin de vie avec une maladie incurable, etc., etc., et notamment au pronostic au pronostic vital engagé à court terme. Donc, face à toute cette évolution, nous nous sommes demandé comment les soignants et les proches de patients concernés par tout ce nouveau droit autour de la sédation vivaient du coup ce type de sédation et quel rapport ils entretenaient à la sédation au sens large. Donc, les objectifs de ma thèse sont les suivants. Donc, l'objectif général, c'est d'analyser les pratiques soignantes et le processus de prise de décision concernant la sédation. De manière un peu plus spécifique, on cherche à comprendre la dynamique des relations entre le système de pensée, donc tout le contenu représentationnel, et le système de comportement, donc toutes les pratiques sociales. D'étudier notamment l'impact de tous les enjeux normatifs et des processus représentationnels à la fois sur les pratiques, sur les prises de décision et sur le vécu émotionnel. Et enfin, d'essayer de comprendre l'articulation entre les savoirs sociaux et l'analyse socio-contextuelle de la gestion émotionnelle dans ces prises de décision et dans ces pratiques. Alors, au niveau méthodologique, il s'agit d'une étude, d'une thèse avec une méthodologie qualitative par entretien semi-directif de recherche et par observation participante. L'observation et les entretiens sont effectués de manière concomitante sur une période de 2 ans.
Alors, pour ce qui est de l'observation participante, donc on effectue une observation sur le terrain auprès de 8 équipes soignantes, exerçant donc 8 équipes de la région PACA, exerçant en unité de soins palliatifs, en équipe mobile et en équipe territoriale. Et donc, l'observateur, donc moi, je reste 2 à 3 mois au sein pardon, de chaque équipe soignante, 3 jours par semaine. Donc, on va observer toutes les activités de l'équipe. Donc, c'est-à-dire que, en fait, j'arrive le matin, je repars le soir, j'observe leur quotidien, tant les staffs, les relèves, les réunions, les toilettes des patients, les rencontres avec les proches et les patients. En fait, tout ce qui peut être observé dans la journée. Mais quand même, on va évidemment se focaliser sur toutes les situations où rentre en jeu le processus de prise de décision et où est mise en place la sédation. L'objectif de l'observation, c'est de repérer toutes les pratiques signifiantes et d'observer les conflits normatifs oui, et éthiques en situation qu'on appelle naturelle, c'est-à-dire au plus près de la réalité. De rendre compte notamment du rôle et de la manière dont la gestion émotionnelle va s'exprimer dans ce contexte de prise de décision et dans ce contexte de pratique. À ce jour, 3 équipes ont pu être observées, donc 2 unités de soins palliatifs et une équipe mobile. Et donc depuis avril 2019, j'observe au sein d'équipes soignantes. Les entretiens semi-directifs, donc l'objectif, c'est d'explorer l'expérience vécue des équipes soignantes et des proches, de comprendre les perceptions, les normes et les connaissances qu'ils peuvent avoir concernant la sédation, de repérer les composantes représentationnelles qui permettent de justifier et de comprendre certaines pratiques, d'explorer les différentes réponses émotionnelles des soignants et des proches, et enfin, d'étudier la relation entre la gestion émotionnelle et toutes les composantes sociales, éthiques et morales. Donc, on fait des entretiens sur qui et surtout sur quoi. Donc, on fait des entretiens à partir de situations de sédation identifiées par les équipes soignantes. Donc, c'est-à-dire que dès qu'elles identifient une situation de sédation, donc situation de sédation d'un patient, un patient ayant reçu une sédation et étant décédé après la mise en place de la sédation. Donc, il nous rapporte ces situations et sur la base de la situation du patient, un médecin est interviewé, donc le médecin qui est impliqué dans la prise de décision et ou au mieux dans l'administration et un autre soignant. Le soignant, il faut que ce soit quelqu'un qui se soit senti impliqué dans la prise en charge du patient. Donc, c'est pas nécessairement en fait l'infirmière qui était là lors de la sédation, ça peut être une aide-soignante, ça peut être une ASH, peu importe. Ensuite, donc on fait ça sur les professionnels et on effectue aussi un entretien auprès des proches de patients ayant reçu la sédation. Donc, on a volontairement mis proche au sens large parce qu'il peut s'agir d'un ami, de la famille ou encore des collègues de travail, enfin peu importe. La personne qui a été surtout identifiée par l'équipe comme étant venue le plus souvent et ayant accompagné le patient. Donc actuellement, sur les 50 situations visées, on a recueilli 23 situations de sédation et il y a eu 44 entretiens auprès de soignants et 5 entretiens auprès de proches de patients. Sur les 5 entretiens, il faut savoir qu'il y a 9 personnes qui ont été interviewées parce que les proches ont le droit d'être accompagnés au cours de l'entretien. Voilà. Alors, pour ce qui est des pistes de réflexion, donc je ne vais pas vous présenter des résultats définitifs, tout simplement parce que je n'ai pas terminé la récolte de mes données. Voilà. Et donc, j'ai préféré, voilà, sur la base des entretiens, des données que j'ai récoltées, sur la base des entretiens et des observations, je vous propose une réflexion. Donc, concernant la sédation, on peut voir que la perception que peuvent avoir les soignants d'une bonne mort, elle semble se rapprocher de la description qu'ils font d'une fin de vie sous sédation. Autrement dit, ce serait une fin de vie sans souffrance, une fin de vie apaisée et accompagnée de ses proches et des soignants. Et certains vont aussi me dire que c'est une fin de vie inconsciente, donc où le patient est endormi et finalement est à la fois présent, il est intellectuellement présent, mais physiquement il dort. C'est une mort qui est décrite comme naturelle, autrement dit qui n'est pas induite et où finalement le responsable du décès du patient est l'évolution de la maladie. La volonté première de la sédation, il le rappelle, est de soulager
au risque effectivement que la mort survienne, mais toujours avec cette notion de naturel. Le patient inconscient serait encore acteur de sa fin de vie. Ça, c'est un élément important où finalement le patient aurait la capacité de juger du moment de son départ. Concernant la sédation, les soignants expliquent qu'elle permet d'endormir le patient jusqu'à faire partir le patient. Donc, j'ai volontairement mis cette phrase parce que je trouve que c'est intéressant le terme partir, parce que j'ai pu constater l'emploi de mots doux, entre guillemets, pour parler de la mort et du décès du patient. Donc, par exemple, partir, encore quitter ou s'en aller. Donc, je me suis demandé pourquoi utiliser ces termes. Et en fait, je me demande si c'est pas finalement le reflet d'une certaine représentation des équipes soignantes par rapport à enfin, la représentation qu'ils peuvent avoir de la fin de vie, comme une vie finalement qui n'est pas finie et peut-être même après la mort du patient. Ou encore, peut-être que ne pas nommer la finitude permet d'une certaine manière de mettre à distance la brutalité de la fin de vie et mettre à distance notamment l'arrêt de l'accompagnement des soignants avec le patient et sa famille. Donc la sédation, finalement, elle est décrite comme quelque chose, comme un processus de fin de vie assez doux. Concernant le processus décisionnel, par l'observation du coup et les entretiens, mais surtout par l'observation, j'ai pu voir que le staff et les réunions pluridisciplinaires ne sont finalement pas le lieu ultime de la prise de décision, mais semblent plutôt être un lieu de confirmation et de validation par le reste de l'équipe soignante. Donc en fait, c'est une décision qui est prise en informel entre médecins et qui est discutée évidemment avec les patients et les proches du patient. Les médecins, par le staff, ils semblent souhaiter en tout cas maintenir l'implication des équipes soignantes dans la prise de décision, mais pour autant, ils semblent vouloir notamment les protéger d'une certaine manière de toute décision à prendre concernant la sédation. Donc c'est eux qui prennent toutes ces décisions. Un autre point qui est lié à la prise de décision, c'est les demandes de sédation émises par le patient. Donc, bon, on va dire qu'essentiellement, pour la plupart, les demandes de sédation interrogent. Je dirais pas qu'elles posent problème, mais elles interrogent beaucoup les soignants. Et ça entraîne de réelles divergences au sein même des équipes et entre les équipes de soins palliatifs. Pour certains, ça va faciliter et rendre valide finalement la décision, donc ça simplifie le processus décisionnel, alors que pour d'autres, clairement, ça va le rendre encore plus compliqué, avec un temps de décision qui va en fait se rallonger. L'ambivalence du patient dans sa décision, elle l'interroge notamment. Pour certains, il y a comme un sentiment d'impatience qui se met en place, puisque donc en fait, j'ai pas précisé, pardon, mais l'ambivalence du patient, ce que j'entends par là, c'est face à sa décision, c'est je veux une sédation, et puis quelques jours après, finalement, il revient sur sa décision et il la désire plus maintenant. Donc voilà, ce temps-là, en fait, d'ambivalence. Donc je disais du coup, pour certains, ça crée aussi un sentiment clair d'impuissance face à l'incapacité finalement de proposer quelque chose et d'apporter une réponse et d'aider le patient, ce qui ne semble pas vraiment habituel dans ces équipes. Donc on voit bien que ce temps-là, il est finalement imposé par le patient à l'équipe soignante et on constate que ce n'est pas toujours très bien vécu. À l'inverse quand même, d'autres expliquent que cette ambivalence du patient permet quand même un enrichissement de la réflexion et de la prise de décision en collectif. Après, un autre élément, c'est la souffrance psychique comme motif de la demande du patient. Donc, par exemple, les patients qui vont expliquer ne plus en pouvoir et être à bout, clairement, psychiquement. Donc, effectivement, certains, comme pour l'ambivalence, décrivent ça comme, enfin, ils expliquent que ça enrichit les discussions et que ça permet vraiment aux patients, voilà, de se sentir, enfin, de prendre le temps de réfléchir. Mais pour d'autres, ils expliquent que ce n'est pas une demande réelle du patient, c'est-à-dire qu'ils vont réinterroger la légitimité de la demande émise par le patient. Ils vont expliquer, par exemple, que quand la souffrance physique disparaîtra, le patient ne fera plus la demande. Ou alors que laisser du temps au patient de cheminer quand il arrive dans le service lui permettra finalement de voir autrement la vie qu'il a actuellement. Donc on voit bien finalement qu'il y a entre guillemets l'espoir d'un changement de perception chez le patient et donc par les soignants. Mais la question que je me suis posée finalement, et c'est vraiment juste un questionnement, c'est est-ce possible d'être sûr et certain de sa décision de dormir à tout jamais? Aussi, est-ce possible finalement que le temps éclaire cette incertitude?
Et enfin, qui va décider de la validité de ce temps? C'est-à-dire qui va dire que bon, ben maintenant, effectivement, le patient a suffisamment cheminé, par exemple. Donc, on peut voir une certaine attitude et des comportements un peu normés des soignants face à toutes ces demandes, avec la volonté de le pousser au cheminement afin qu'il réévalue sa demande. Et pour certains, même dans l'idéal, qu'il change sa demande. Voilà ce qu'il en est pour les décisions. Pour l'administration de la sédation, donc, la mise en place, comme elle est donc demandée dans les protocoles, la sédation est censée être mise en place par une infirmière. Donc, effectivement, parfois ça se vérifie, mais il arrive aussi dans certains services que la mise en place soit médicale, dans le but en fait de protéger les soignants du sentiment de responsabilité que va représenter l'acte de sédater un patient. Les médecins vont aussi décider parfois, et ça c'est par le biais de l'observation que ça se remarque, ils vont décider de retarder ou alors d'accélérer la sédation afin de garantir le bien-être des proches. Donc c'est intéressant parce que si, par exemple, une dame doit être endormie à telle heure, on va attendre pour que son mari arrive et inversement. Donc on voit vraiment la notion de temporalité et de volonté de préserver le bien-être des proches du patient. Donc on voit pour moi ici finalement que ce geste, il semble ressembler à un acte très important qui est le reflet finalement d'un dernier acte où il faut se préparer tant en tant que soignant qu'en tant que proche. Un autre élément lié à l'administration de la sédation, c'est qu'il existe une norme temporelle du mourir suite à l'administration de la sédation. Comme si vous voulez, comment dire, un temps un peu idéal pour mourir. Donc je m'explique. En d'autres termes, une mort qui va être trop rapide, qui va arriver trop rapidement après l'endormissement du patient, laissera l'impression au soignant d'avoir induit le décès du patient, donc d'être responsable de la mort du patient. À l'inverse, une mort qui va être trop longue va être vécue comme un échec de la sédation ou encore une mauvaise évaluation de l'induction de la sédation. Mais la différence entre donc cette mort qui est perçue comme trop rapide et cette mort qui est perçue comme trop lente, c'est que la mort trop lente, elle peut être quand même plus expliquée par les soignants, comme finalement étant le choix du patient, avec une volonté du patient, même inconscient, de décider du moment de sa mort. Donc finalement, ils vont dire des phrases telles que ce n'était pas le moment, c'est certainement pas le moment, il a décidé de partir plus tard. Mais on peut se demander aussi si sans toutes ces suppositions en fait d'une vie qui est encore présente, même en étant inconscient, si c'est pas aussi bénéfique pour l'équipe, parce que comment feraient les soignants finalement pour investir ce temps-là d'inconscience du patient? En fait, s'il n'y a plus rien et qu'il n'y a seulement que vide, à quoi va servir l'équipe soignante dans ce temps? Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la loi Claeys-Leonetti. Donc, il y a des divergences d'opinion assez importantes à ce sujet. Donc, il y en a qui trouvent que ça a un réel intérêt et d'autres qui le perçoivent plus comme un obstacle aux pratiques. Donc, pour ceux qui l'aperçoivent plutôt positivement, ils expliquent que ça évite une loi sur l'euthanasie, que ça retarde une loi sur l'euthanasie en France. Notamment, d'autres vont expliquer que ça permet donc toujours cette notion de réflexivité soignante en collectif et que ça permet donc aux patients, comme je disais un peu plus tôt, de cheminer. D'autres vont expliquer que c'est une thérapeutique qu'ils trouvent intéressante, donc spécifiquement la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, parce que dans certaines situations, il n'y a pas d'autre solution et que c'est intéressant de pouvoir proposer la sédation, ce type de sédation aux patients. Et il me donne par exemple l'exemple des patients SLA. Donc finalement, la loi guiderait d'une certaine manière les pratiques professionnelles. À l'inverse, d'autres vont expliquer que la loi complique profondément les pratiques et surtout complique la relation au patient qu'ils décrivent comme de base déjà pas toujours simple. Euh, donc ils expliquent qu'elle ne répond pas aux demandes réelles du patient. Ce qu'ils entendent par là, c'est que la demande réelle du patient, c'est une volonté donc de mourir et pas une volonté d'être endormi. Donc, les soignants qui décrivent ça expliquent que la loi est très hypocrite et qu'elle est juste là, effectivement, pour éviter une loi sur l'euthanasie, mais qu'elle ne répond pas aux vraies demandes du patient. Euh, Aussi, ils vont rajouter que, selon eux, ça entraîne de la confusion chez les proches et les patients et que ça entraîne une grosse méconnaissance de la loi. Et par conséquent, ça suscite de réelles tensions entre l'équipe soignante, entre les proches et notamment avec les patients. Voilà pour la loi.
Donc, je vous propose, pareil, pas une conclusion, mais plutôt une réflexion, une ouverture. Donc, on voit bien que malgré un cadre législatif qui est commun aux pratiques sédatives, là, récent, et à la volonté de diffuser une certaine culture palliative, on peut voir l'expression donc de microculture et une segmentation claire au sein de la communauté palliative actuellement. Elle accentue donc les différences de perception et elle semble même, selon certains soignants, laisser place à une liberté d'interprétation. Alors quand je dis elle, je ne parle pas de la loi, pour le coup je parle plus du protocole, notamment de la loi, mais des protocoles associés, et des recommandations. Donc ils expliquent que par exemple, le pronostic vital à court terme est un élément qui laisse place à de l'interprétation et que chacun avec sa subjectivité peut entendre le court terme comme il le souhaite, par exemple. Donc, on voit que la proposition de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, elle est quand même vivement critiquée et elle suscite même de nombreuses tensions entre les équipes soignantes et au sein même d'une équipe soignante. Donc, pour terminer, je dirais que la loi de 2016, elle semble avoir finalement déstabilisé, plutôt, c'est le bon terme, déstabilisé la communauté palliative et elle semble même raviver certaines tensions autour de certaines questions comme le pouvoir du soignant sur la vie ou la mort d'autrui ou encore des questions autour de la légalisation, enfin de l'intérêt ou pas de légaliser l'euthanasie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse place donc aux questions s'il y en a. Alors, je vais prendre les questions dans le chat, dans l'ordre. Question de Manon. Merci pour ta présentation très intéressante et très claire. Je me joins à ces remerciements. J'ai trouvé aussi que c'était très intéressant. Alors, quels sont les autres types de sédation? Première question. Deuxième question, comment fais-tu pour la prise de notes des données récoltées pendant l'observation? Donc, une question de méthodologie. Comment analyses-tu les entretiens semi-dirigés? Attendez, il se passe quelque chose sur mon ordinateur, je ne sais pas trop quoi. Ah, je suis en partage d'écran. Attendez, je vais arrêter ça. Voilà. Alors, attendez, désolée, je reprends. J'en étais. Donc, la prise de notes pendant l'observation, les méthodes d'analyse des entretiens semi-dirigés, directifs, et puis comment es-tu arrivé à travailler sur ce sujet? Alors ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, nous ici aussi à la plateforme. On aimerait bien vous proposer à l'avenir de travailler sur cette question parce qu'on se demande effectivement qu'est-ce qui pousse des jeunes chercheurs à s'intéresser aux questions de fin de vie et de manière générale. Donc, on aimerait bien travailler là-dessus avec vous à l'avenir, mais du coup, voilà, la question est déjà posée là. Bah alors du coup, je vais peut-être répondre à celle-là en premier. Du coup, alors, en fait, bon, je ne l'ai pas inventé, hein, pour être tout à fait honnête. J'avais pour projet de faire une thèse, mais j'ai d'abord travaillé, ensuite je me suis remis dans le cursus universitaire et donc j'en ai discuté avec le professeur Lionel Dany et il a eu connaissance que je voulais travailler sur des problématiques autour de l'expérience des soignants face à la maladie, particulièrement en cancérologie. Et donc, lui, il avait proposé ce projet de recherche autour de la sédation et des prises de décision et des pratiques à l'INCA. Donc, il avait proposé un projet et il m'a proposé d'intégrer le projet, donc d'effectuer en fait toute la partie qualitative, donc observation et entretien, et de développer derrière une thèse plus spécifiquement axée sur les représentations sociales et sur l'expérience émotionnelle. Donc, en fait, on a un peu construit, enfin la thèse, évidemment, on l'a construit derrière ensemble, mais le projet de base, c'est vraiment une proposition d'intégration d'un projet. Donc, voilà comment je suis arrivée à travailler sur ce sujet. J'ai de la chance parce que je ne connaissais pas du tout et ça me passionne, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça n'est pas venu initialement de moi. Voilà pour donc, comment j'en suis arrivée là. Ensuite, quels sont les autres types de sédation? Alors, il y en a plein. C'est un peu une question. Il y en a plein, vraiment beaucoup. Ce que je peux dire par rapport au projet, c'est qu'on a volontairement, donc on a fait le choix de travailler uniquement. Alors, au départ, on était parti sur la sédation en situation palliative. On s'est rendu compte que par des réunions avec les équipes que ça n'avait pas de sens, enfin, que ça voulait tout et rien dire. Donc, on a un peu redéfini et on s'intéresse aux situations de sédation donc palliative ou alors pas aux sédations en fait transitoires. Celle-là, on s'y intéresse pas vraiment, à moins que la sédation qui est initialement une sédation transitoire. Donc, sédation transitoire, ça peut être par exemple
Le patient a du mal à dormir la nuit du fait de ses angoisses, les traitements ne suffisent pas, donc ils vont mettre en place une petite sédation avec des traitements un peu plus forts pour que le patient dorme la nuit et la journée, il n'a pas, la sédation mise en place. Voilà, par exemple. Mais il arrive, par exemple, que les patients, commencent par ce type de sédation et qu'une sédation plus profonde se mette en place. Donc du coup, pour faire court, en gros, on s'intéresse, à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, aux sédations sur symptômes réfractaires, et aux sédations sur détresse, particulièrement lorsqu'il y a tout un processus de décision, et lorsqu'il y a en fait vraiment des échanges et tout vraiment un processus et des discussions en équipe autour de cette sédation. Donc en fait, c'est eux qui vont déterminer les sédations qu'ils veulent nous présenter et on en rediscute pour voir si elles sont incluses ou pas. Voilà, en gros. Mmh, mmh, mmh. Il y avait des questions de méthodologie sur La prise de comment notes, sont récoltées les données pendant l'observation et aussi comment on est les entretiens semi-dirigés. J'ajoute une question concernant l'observation. Tu parlais tout à l'heure d'observation participante. oui. Tu peux préciser du coup en quoi est-ce que c'est de l'observation, pas seulement de l'observation, mais de l'observation participante? Alors, il y a l'observation effectivement non participante, où j'observe et où je n'interagis pas du tout, hein. Là, ce qu'on entend par observation participante, enfin ce qui est écrit, hein, plutôt ce qui est conseillé dans l'observation participante, c'est d'être présent sur le lieu, de ne pas en fait d'interagir le moins possible, hein. Mais par contre, si, par exemple dans mon cas, si les soignants ont besoin que j'intervienne, je peux intervenir. Donc voilà en fait, ce qui est entendu par participante. C'est-à-dire qu'on participe à la situation, mais il y a la possibilité, mais minime quand même, l'idée c'est pas d'intervenir tout le temps, mais de participer. Donc je sais pas, ça peut être pendant une toilette, aller chercher un gant, s'il faut aller chercher un gant ou aller chercher ça peut être vraiment des petites interactions comme ça minimes, tout ce qui quand même peut ne pas biaiser l'observation en fait. Donc par exemple, donner mon avis sur une situation, non, c'est pas non plus l'idée quoi. Mais c'est vraiment faire plutôt participer sur des petites tâches. Voilà. Et justement, par rapport à ça, il y avait la question sur la prise de notes. Ben, alors, oui, je prends des notes, je remplis des cahiers, je gratte toute la journée. Voilà, en gros, voilà, en gros, mon travail, ça se consiste à, voilà, à noter toute la journée des trucs et des trucs. En fait, je note tout, le plus possible, on va dire. Après, il y a quand même toute une partie de rédaction qui est très, très longue. Donc, où en fait, je passe une journée là-bas. C'est pour ça qu'en fait, je passe que 3 jours par semaine sur le lieu. Et des fois, même en fonction de la localisation, ça pouvait passer à 2 jours en fonction de la route. Parce qu'il y a quand même un moment on va dire, d'écriture en fait, qui est très, très long et où en fait, je reprends, tout le cours de ma journée et je fais, pas un résumé parce que c'est pas vraiment un résumé, mais je décris toutes les situations de la journée. Donc en fait, j'observe tout et je décris tout, de la situation que j'observe évidemment. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en fait voilà, c'est vraiment une prise de notes écrite. Après, je l'ai fait aussi, mais ça dépend vraiment des observateurs. Moi, je sais que j'ai pris des photos, mais c'est des photos que je décris, c'est-à-dire que je mets pas juste la photo, je la décris derrière, mais ça permet quand même un peu d'illustrer et surtout ça permet de montrer des choses qu'on a du mal à écrire aussi des fois, des émotions ou bien voilà, toutes des situations, particulières. Et après rapidement, c'était sur l'analyse des entretiens semi-directifs, je fais une analyse de contenu thématique. Voilà, pour l'instant, on reste sur une analyse de contenu thématique. Heu, ouais, c'est tout. Voilà. D'accord. Alors, je vois qu'il y a oui, encore, oui, il y a des questions encore. Alors, on a un peu la même question que de tout à l'heure entre l'articulation, enfin le lien qu'il peut y avoir entre la lucidité terminale dont on a parlé avant et la sédation. Donc, la question est formulée comme ça. Avez-vous l'impression que le phénomène de lucidité, qui a été décrit par Marine Mutis précédemment, est pris en compte lors des décisions de sédation pour un bon dénouement de la fin de vie pour le patient et ses proches? Alors, je sais pas su alors je ne sais pas si je vais pas répondre à côté, mais je vais quand même essayer mais je vois l'idée, mais oui, enfin, dans la prise de décision, oui. Alors moi, les phénomènes comme le décrivait, ma collègue auparavant, je les ai remarqués pendant l'observation effectivement. Bon, c'est pas trop non plus, mais il y en a eu en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils appelaient ça la lune de miel. Et effectivement, alors ça semblait pas impacter,
Au moment de la prise de décision, c'est vrai que c'est des choses qui n'ont pas nécessairement été amenées, tout simplement parce que les patients n'étaient pas concernés, par la sédation quand ils ont eu, ces moments de lucidité. Je pensais à une patiente, par exemple, qui avait fait un AVC, et qui a eu ce moment donc, ce phénomène de lucidité, mais il n'y avait pas toute la question autour de la sédation. Par contre, il y a quelque chose, moi, que je lis un peu dans la question, mais peut-être que je ne comprends pas ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que parfois, la sédation, quand elle est mise en place, parce que la sédation peut susciter, alors quand elle n'est pas suffisamment profonde, parce que ça, les soignants le disent, hein, que c'est pas toujours simple, en fait, de mettre en place une sédation et de maintenir, en fait, la sédation, de maintenir l'endormissement du patient. Et il arrive en fait que les patients aient des états de réveil. Donc on ne se rapproche pas de la lucidité finalement terminale, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que je constate par contre, c'est qu'effectivement, les proches de patients vivent un peu mal ces moments d'éveil et ces moments où finalement, effectivement, la personne est totalement là, hein, et se rendort quelque temps après, mais en tout cas, elle a un moment où elle est très, très présente. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la lucidité terminale, mais du coup, je suis désolée, je ne réponds pas à la question. En tout cas, non, par rapport aux prises de décision, clairement, non, j'ai pas, je peux difficilement comparer, répondre à la question parce que j'ai pas eu la possibilité de voir des décisions, en tout cas, en lien avec la lucidité terminale, ouais. Ouais, c'est pas Ouais. quelque chose que tu as pu observer qui aurait Non, émergé. non, pas pour l'instant, en tout cas. Mhm. Alors, il y a deux questions qui se complètent dans la discussion sur le chat. Une première question de la part de Roger qui dit parviens-tu à caractériser tes différents types de terrains, donc à déterminer avec une typologie de service, avec certains d'entre eux qui seraient plus enclins à sédater ou plus sensibles aux symptômes de détresse psychique, par exemple. Et Marie complète en disant aussi il y a peut-être des profils de personnes ou de professions qui seraient plus enclins à sédater, entre parenthèses médecins, IDE, aides-soignants. Et voilà, et tout le monde te remercie aussi pour ta présentation. Euh, alors, c'est pas une question. Oui et non. Bon, je peux clairement pas trop répondre à cette question vu que j'ai que 3 terrains d'observation et que je trouve que c'est encore un peu limité quand même. Quand j'aurai la totalité, je pourrai répondre, mais là, bon, c'est un peu particulier. Je dirais pas qu'il y a des terrains où ils sont plus enclins à sédater. Ce que je dirais en revanche, c'est qu'il y a des endroits où le sujet est plus sensible que d'autres. Ça, c'est clair. Il y a des endroits où la sédation n'est pas réellement un tabou. Enfin, le mot tabou est pas le bon, mais où finalement discuter de la sédation ne pose pas trop de problèmes, les divergences d'opinion ne posent pas trop de soucis, et d'autres où on sent quand même que c'est quelque chose d'un peu plus sensible. Donc c'est plutôt ça que je dirais. Après, plus sensible aux symptômes de détresse psychique, par exemple. Non, je dirais pas que pour l'instant, il y a un endroit où il soit plus sensible, mais c'est quelque chose qui est moins commun, je dirais. Moi, j'ai observé plus des situations de sédation sur des symptômes réfractaires quand même, donc sur des symptômes, plutôt de détresse respiratoire ou alors sur des symptômes, de douleurs, en fait, importantes, qui n'arrivent pas à être calmées par le biais d'autres traitements, enfin de tous les traitements mis en place jusqu'à présent, et donc c'est là où la question de la sédation, prend forme. Mais en effet, sur des détresses psychiques pures, on va dire, non. Après, des détresses psychiques qui arrivent suite à des douleurs physiques, oui, ça effectivement, toute cette question-là, elle peut émerger. Mais par contre, je trouve que c'est quand même plus rare. On va dire que quand la personne arrive pour détresse, parce que ça arrive que les patients viennent dans les services avec une comme motif d'entrée détresse psychique. Mais généralement, c'est pas comme ça que la sédation se met en place, quoi. Je veux dire, ça se met pas de manière aussi automatique. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et après, c'était pour compléter, oui, des personnes au profil. J'ai perdu la question. Plus enclin à sédater. Euh, Plus enclin à sédater, non, parce que de toute manière, ceux qui actent le fait de sédater, ça va être soit le médecin, comme je le disais, soit l'infirmière. Donc déjà, enfin l'infirmière, je dis au féminin, mais il y a des infirmiers aussi. Il y a plus souvent, j'ai plus souvent rencontré des femmes. Mais en effet, c'est soit les infirmiers, soit les médecins. Donc déjà, les aides-soignants, tout ça ne sont pas dans l'acte de sédater un patient.
Par contre, je pense que la question, c'est peut-être plus est-ce que les soignants comment les soignants se positionnent peut-être face à la sédation. Et là, je ne veux pas trop répondre à la question parce que pour l'instant, c'est quand même très variable. C'est très variable. Après, je dirais que les médecins ont un positionnement peut-être moins tranché sur la question, et certains infirmiers aussi, mais je m'avance en disant ça. Donc, je dirais quand même qu'en effet, c'est possible que ce soit un peu moins, que ce soit un peu moins, pardon, j'ai perdu la question. Un peu moins tranché chez les médecins, oui. Ouais, peut-être. Voilà. Et après, je ne sais pas si. Alors ensuite, oui, Bernard Pradine qui nous envoie des références d'articles qui portent sur les différences de sensibilité à la douleur de l'autre, avec voilà, des publications récentes troublantes d'après imagerie cérébrale. Voilà, donc, on pourra aller consulter ces références-là, merci. Merci Margot. Je propose qu'on prenne un temps peut-être de discussion collective si vous avez des questions, des nouvelles questions à adresser aux intervenants de ce matin ou de cet après-midi, ou de manière plus générale sur l'ensemble de cette journée. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez parler, enfin, prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question ou faire voilà, amener le commentaire que vous souhaitez, en espérant qu'on ne parle pas tous en même temps, mais ça devrait aller. Moi, je souhaitais juste rebondir sur l'une des remarques que vous avez faites concernant la réflexion à avoir sur le sujet de recherche, le choix du sujet de recherche. Nous, en sociologie, en anthropologie, ça arrive en master généralement, on nous demande de faire un travail de réflexion sur pourquoi on a choisi tel sujet de recherche. Et moi, je l'ai fait et c'est vrai que c'était extrêmement intéressant et extrêmement pertinent et ça permet de voir aussi autre chose. Alors, je ne sais pas si dans les disciplines qu'on a eues aujourd'hui, mes confrères et consoeurs ont fait également ce travail, mais nous, ça prend une part importante aussi dans notre recherche et je pense on a tout à gagner de faire ça, mais c'est pas toujours évident. Oui, c'est pas toujours évident et puis c'est pas dans toutes les disciplines qu'on fait ça. Donc c'est vrai que c'est important, c'est bien de pouvoir le faire et que ce soit pris en compte dans le travail de recherche lui-même, au Tout début à en tout cas. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a Oui, d'autres personnes qui ont envie de prendre la parole. Oui. oui, bonjour. Peut-être pour expliciter un peu ma remarque, effectivement, il y a des publications récentes qui se fondent sur l'imagerie cérébrale pour essayer d'évaluer euh, le degré d'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de la douleur de l'autre. Alors, évidemment, entre l'imagerie cérébrale et le réel ressenti vécu, je pense qu'il doit y avoir quand même un pas, ne pas franchir trop vite. Malgré tout, il est surprenant de voir que certaines personnes seraient donc très sensibles, disons, manifesteraient l'activation de zones qui sont activées chez la personne qui elle-même ressent la douleur, alors que d'autres ne l'éprouvent pas. En tout cas, on ne retrouve pas cette représentation de l'imagerie. Alors, c'est quand même intéressant, si effectivement ça se vérifie, et il y a quand même pas mal d'études que je vous ai mises dans le chat qui vont dans ce sens-là, ça serait, moi je pense qu'un véritable apport anthropologique, psychologique et à la médecine. Et ça pourrait enfin peut-être expliquer ce que j'ai cru voir dans ma carrière de gériatre, à savoir des soignants qui considèrent que la personne n'a pas mal, n'est pas en souffrance ou fait semblant, et que d'autres, si vous voulez, sont par contre accablés par la souffrance de l'autre. Donc on pourrait peut-être s'approcher de quelque chose qui serait, je dirais, encore une fois, un plaidoyer en faveur de l'interdisciplinarité, de manière à ne pas rester sur sa propre impression, qui peut être fort différente des autres.